Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Déjà un peu plus de 2 mois qu'ils battent le pavé contre une réforme souvent présentée comme la mère de toutes les réformes. 10 manifestations à ce jour, une 11e ce jeudi. On n'est plus très loin des 12 journées qui avaient émaillé l'année 2010. 13 ans plus tard, le contexte n'est plus le même. Le contexte politique tout d'abord, le contexte social aussi et surtout. 3 syndicats sur notre plateau cette semaine pour faire le point sur cette réforme des retraites, sur cette mobilisation hors norme, sur le renouveau de l'engagement syndical, sur les violences un petit peu aussi. Nos invités de la semaine sont Patricia Accard, bonjour. Bonjour. Déléguée secrétaire générale de la CFDT Vosges, merci d'être avec nous sur ce plateau. Delphine Rouxel, bonjour. Bonjour. Vous représentez la CGT et enfin Franck Patin, vous représentez Force ouvrière. Bonjour. Nos téléspectateurs vous connaissent bien, on vous donne souvent la parole, on vous a déjà donné quelquefois, pas systématiquement, mais évidemment forcément souvent par rapport aux 10 manifestations qui ont émaillé les près de 3 mois depuis le début de l'année. Patricia Accard, l'état d'esprit, quel est-il? 10e manifestation, 11e ce jeudi, les dates importantes, le Conseil constitutionnel qui va devoir se prononcer sur cette proposition de réforme du gouvernement le 14 avril. Pour autant, la mobilisation se poursuit. La mobilisation, oui, se poursuit, toujours autant motivée pour le retrait de cette réforme et de l'arrêt du report de l'âge légal, oui, toujours motivée pour nos deux objectifs. Donc, Delphine Rouxel, vous revenez à l'instant, vous avez passé toute la semaine dernière en congrès avec évidemment cette actu d'importance, l'élection de la première secrétaire générale femme, donc Sophie Binet. Vous êtes un petit peu fatiguée, j'en conviens. Oui, tu peux. Et ça fait 3 mois que vous battez le pavé. Donc quelle est-elle la mobilisation et la motivation? Oui, aucune résignation. On a gagné déjà l'opinion publique et là on gagne le fait de ne pas être résigné face à ce projet, quoi. Et l'intersyndicale, ça joue aussi, bien sûr. Et donc, pas résigné. Et comme on le dit depuis le début des mobilisations, jusqu'au retrait, nous serons mobilisés. Franck Patin, je l'ai évoqué, contexte politique très singulier, contexte social singulier, de l'inflation, un contexte géopolitique quelque peu perturbé, voilà, et cette réforme des retraites qui fait couler beaucoup d'encre, qui vous mobilise, qui perturbe un petit peu le fonctionnement démocratique, ou tout le moins, vous allez dire, c'est le gouvernement qui perturbe le fonctionnement démocratique? Oui, en tout cas, c'est le gouvernement qui a fait le choix de perturber et de passer en force 49.3, même le processus même de mise en place de l'échange sur la réforme est perturbé par le gouvernement. Mais ce qui fait face au gouvernement, c'est avant tout une intersyndicale unie, il faut le souligner, et qui reste unie, et puis une détermination sans faille des travailleurs qui ont compris que si toutes les organisations syndicales sont unies à ce point contre ce projet, c'est forcément qu'il est mauvais pour eux. 8 organisations, donc vous êtes tous les 3 en plateau, mais on pense évidemment, et on va les citer, il y a Solidaire, il y a la CFTC-CGC, il y a l'UNSA, il y a la FSU et enfin la CFE-CGC. Vous travaillez, vous ne vous quittez plus là tous les 3, enfin tous les 8 évidemment, depuis 2 mois et demi, Patricia Accard. Un petit mot sur cette intersyndicale, alors un petit peu inédite au niveau national, au niveau départemental, dites-moi si je me trompe, mais des fois vous êtes allé un petit peu à l'encontre du national et vous êtes associé aux autres partenaires syndicaux locaux. Alors, c'est arrivé. C'est arrivé, mais c'était avec des syndicats professionnels. Il ne faut pas oublier qu'à la CFDT, c'est des syndicats professionnels qui sont politiquement autonomes, mais pas au niveau de l'union départementale. L'union départementale, on suit la ligne confédérale. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est arrivé, parce que si les syndicats professionnels CFDT souhaitent partir en manif, ils y vont. Ok. Quid, Delphine Rouxel, de cette intersyndicale, qu'est-ce qu'elle dit sur, évidemment, l'appréciation? Vous avez parlé de l'estime des Français, forcément, voilà, on va en parler. Vous êtes remonté un petit peu dans l'estime. Je ne dis pas que vous étiez descendu, mais il y avait un petit peu un désengagement, et on va en parler aussi, évidemment. Les adhésions dans vos syndicats respectifs augmentent depuis l'automne dernier. Qu'est-ce qu'elle dit, cette intersyndicale, sur votre rôle et sur votre poids dans la société française? On le voit, la mobilisation, on a en intersyndicale à 8, y compris dans nos organisations.
pèse, favorise aussi à ce qu'il y ait une grosse mobilisation. Et dès lors qu'on a une seule revendication commune, qui est le retrait de ce projet de loi, pourquoi ne pas se mobiliser ensemble? On a des disparités revendicatives après sur le financement, tout ça, on en a bien conscience, je pense, toutes nos organisations. Mais ce qui nous unit là, c'est bien cette démarche. Et on travaillons ensemble et faisons en sorte d'élever le rapport de force face au gouvernement. Alors, rapport de force pas d'autre choix que ce rapport de force. Si, Enfin, pas d'autre vous choix. regrettez qu'il n'y ait pas d'autre choix. Voilà, on regrette qu'il n'y ait pas d'autre choix. Voilà. Franck Patin? Ben oui, le rapport de force, il est imposé quand justement le gouvernement il tente de passer en force. Et puis c'est un des seuls moyens que les travailleurs ont de s'exprimer par la grève et dans la rue. Il est bien évident qu'on pourrait avoir aussi une représentation des circonscriptions sur le département qui portent aussi la position des travailleurs, mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Quand vous dites les circonscriptions, vous parlez des députés vosgiens. Des parlementaires vosgiens. Des parlementaires en général, oui, effectivement. Ok, avec effectivement des parlementaires qui, certains évidemment, ont été prêts à voter cette loi, mais d'autres n'ont pas voté la motion de censure parce qu'ils estiment que là, pour le coup, c'est aller un petit peu trop loin sans pour autant être contre la réforme. Oui, enfin. On va pas détailler, parce qu'on aura l'occasion évidemment d'en parler sur le volet politique pur et dur dès ce vendredi, à l'occasion d'une émission spéciale débat politique pur et dur. Quid de cette position des parlementaires, selon vous? En tout cas, il n'y avait pas d'ambiguïté en ce qui concerne ceux qui voulaient voter pour cette loi, enfin précisément député Valence. En tout cas, pour les autres, il y avait une forme d'ambiguïté. La motion de censure, le 49.3 leur a rendu service. La motion de censure les obligeait à s'exprimer. Et ils ont fait le choix de ne pas s'exprimer contre cette loi. Donc ça voulait dire qu'ils étaient clairement pour la réforme des retraites. Alors, Jean-Jacques Gaultier a évoqué la chienlit à l'Assemblée nationale et il ne voulait pas donner du crédit à cette chienlit à l'Assemblée nationale. La chienlit, elle est dans la rue. La belle affaire maintenant. Patricia Accart, sur ce volet démocratique, quel regard vous en avez et qu'est-ce que vous appelez de vos voeux? Alors, le volet démocratique, on se demande aujourd'hui si on est encore dans ce volet démocratique au regard de ce que le gouvernement a utilisé, et même si c'était des articles, on va dire, constitutionnels. En tout cas, il a réduit la démocratie déjà avec le 47.1, réduire les débats parlementaires. Ensuite, le 49.3, parce qu'il n'a pas laissé l'Assemblée nationale voter. Donc aujourd'hui, il y a un déni de démocratie puisque c'est le monde du travail qui est aux côtés des organisations syndicales, c'est le monde du travail qui aujourd'hui proteste, qui est contre cette réforme. Le président, le gouvernement n'entendent pas. Ils utilisent effectivement une réduction de la démocratie dans notre pays. Et là, c'est grave. Je trouve que c'est grave. Tout ça est évidemment fort dommageable dans le sens où, selon vous, on aurait pu travailler autrement, on aurait pu aborder cette réforme et avoir des ambitions autour du travail en fin de carrière différemment. Bien sûr, puisqu'il y a eu un appel du pied justement de l'intersyndicale nationale avec chacun, bien sûr, chaque organisation syndicale à l'intérieur de l'intersyndicale avec leurs revendications propres, avec des projets de proposés. On aurait pu justement parler du travail, déjà parler de l'emploi des seniors qui a déjà posé problème en 2010. De la carrière des femmes, de l'égalité professionnelle, avant de parler retraite. Et c'est ce qu'on attend, en fait, que cette réforme tombe et qu'on parle enfin travail, enfin l'emploi du senior pour garder... Enfin, on sait qu'aujourd'hui, les gens vont même pas jusqu'à 60 ans parce qu'ils sont usés, cassés. Donc voilà, c'est pour ça qu'on veut le retrait de cette réforme pour parler enfin travail, remettre le travailleur, remettre l'être humain, on va dire, au cœur de l'organisation du travail. Delphine Rouxel, les pro-réformes évoquent notamment cette clause de revoyure, c'est quoi, en 2024, 2025, pour affiner certaines choses. Voilà, on le sait. Je veux dire, les grandes lignes sont gravées dans le marbre, mais il y a encore énormément de travail à faire. Hein. Non, mais il faut... L'abandon du projet de loi, c'est notre revendication. On a amené des propositions... L'abandon du projet de loi ou l'abandon des 64 ans? L'abandon de la loi, le retrait de la loi.
pour justement ramener aussi, parce qu'il n'y a pas eu de concertation, il y a eu quand même un gros mensonge du chef de l'État lors de son interview il y a quelques semaines. Il n'y a pas eu de concertation. On est arrivé avec les propositions de chacune de nos organisations et il n'y a pas eu de dialogue social, comme ils disent. On n'a pas échangé, on n'a pas négocié autour de ce projet. Cette loi maintenant. Cette échéance est close de revoyure, vous y croyez pas alors? Non. 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 Franck On ne la Patin. souhaite pas. Ouais. Ah non. Ça voudrait dire qu'on s'enquille dans la loi. Nous, on en demande le retrait. C'est aussi la grosse différence dans l'intersyndicale. Il faut savoir quand même qu'on n'était pas tous en 2010 positionnés sur le retrait. Là, on est catégorique, on est sur le retrait. Et on a pris, comme le disent mes camarades, on a pris le problème dans le mauvais sens. On aurait dû parler de l'emploi senior, des conditions de travail, avant de parler de l'âge de départ. On a pris tout à l'envers. Nous, et les organisations syndicales dans l'intersyndicale exigent qu'on regarde d'abord la situation des emplois seniors avant de parler de les faire travailler plus longtemps. Aujourd'hui, clairement, les travailleurs ne finissent pas leur carrière. Ils sont dans le chômage qui a été réduit, donc ça veut dire qu'ils finiront dans les minimums sociaux. On nous parle d'une grande reconversion en fin de carrière, mais on fait comment ? On fait comment pour replacer des salariés qui ont été dans les travaux pénibles? On va voir ceux qui ont eu des travaux pas pénibles et on leur dit maintenant que vous avez 55 ou 57 ans, vous allez vous coller les travaux pénibles et on va vous mettre à la place des gens qui, eux, ont fait toute leur carrière. Ça ne tient pas la route une seconde. Il faut aménager les conditions de travail, permettre que déjà on arrive à travailler jusqu'à 60 ans et qu'on tienne le poste, qu'il n'y ait pas de rupture conventionnelle, qu'il n'y ait pas de licenciement pour inaptitude, et qu'ensuite on parle de carrière complète et de travailler jusqu'à la retraite, ce qui est loin d'être le cas. Dans les boîtes, il n'y a plus de départ en retraite. C'est pas vrai, les mecs sortent par la petite porte et pour des questions bien souvent de santé physique, ils tiennent pas le coup. Allez, on prend un petit peu de hauteur, si je peux me permettre, par rapport à cette réforme des retraites et donc à l'évolution qui suivra et à tous ces dossiers, pénibilité évidemment, carrière longue, etc., qui vont continuer à faire couler beaucoup d'encre et donc surtout à vous mobiliser. On va revoir quelques images, si vous voulez bien, des violences qui ont émaillé les 2 derniers cortèges, à savoir les actes 9 et 10. Un petit mot sur, dans notre département, on oublie Paris, les grandes agglos, etc., dans notre département, à Saint-Dié-des-Vosges, à Remiremont et donc surtout à Épinal, bien évidemment. Quid de la sécurité de vos cortèges? Vous avez chacun votre référent sécurité et quid de l'organisation du cortège avec la préfecture pour éviter de revoir évidemment ces heures qui ont émaillé les actes 9 et 10. Patricia Accart. Alors, dans nos organisations respectives, nous avons des référents effectivement sécurité qui sont là pour un peu regarder ce qui se passe, à ce que les citoyens et les militants, les adhérents soient sécurisés. On a des réunions de préparation aussi à la préfecture, ce qui est important aussi pour que, je répète, on a, en tant qu'organisateur, on a le souci des citoyens, de nos militants et adhérents qui viennent derrière la banderole unitaire. Voilà, pour que ça se passe au mieux. Ensuite, à la fin, c'est vrai qu'on a le mot d'ordre de dispersion, là où tout le monde, on demande à tout le monde de rentrer chez soi. Et puis, en amont, on a effectivement une information à nos équipes pour que ça se passe le mieux du monde, même s'il y a quand même dans les cortèges de la colère qui est exprimée. Mais c'est de la colère qui est, on va dire, intelligente, qui est contenue, c'est pas de la violence physique. Alors, comment éviter que des casseurs, des malfrats qui viennent là juste pour en découdre, bien évidemment, s'insèrent dans vos cortèges au fur et à mesure ou à la fin, Delphine Rouxel? Moi, je pense qu'il faut déjà valoriser les mobilisations qui se passent sans heurts. Certes. Parce que on a ces images, bien sûr, c'est important. Et j'aimerais qu'on retienne aussi les cortèges qui rassemblent presque 10 000 personnes et où il n'y a aucune difficulté à l'intérieur des cortèges. Oui, nous sommes assez vigilants sur ce qui se passe dans nos cortèges. Ça se passe super bien. Vraiment, il y a des familles, des retraités, des salariés qui sont là. Et je pense que c'est plus l'image-là qu'il aurait fallu diffuser. On en a vu. Mais j'entends. Et on le regrette. L'information et le fait, l'actu fait que voilà, ça fait 2 cortèges où il y a des heures qui ont émaillé la fin de journée.
On a bien compris, et vous l'avez précisé, Patricia Accart, tout ça, ce sont des heures qui interviennent après l'ordre de dispersion. D'ailleurs, dites-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment que l'ordre de dispersion de l'acte 10 a été vraiment prononcé très rapidement par rapport à l'acte 9, d'où peut-être des heures qui ont émaillé la rue de la préfecture, parce que voilà, il y avait encore du monde, place Foch, devant la préfecture. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail. Franck Patin, juste votre regard là-dessus, et bon, des regrets évidemment. Faut surtout pas que ça desserve la cause. Bien sûr, mais attention aussi à nous des mots qu'on emploie. Est-ce que les gens qui sont là à 16h30, 17h jusqu'à 19h, est-ce que ce sont des manifestants? Est-ce que ce sont des casseurs qui viennent à la fin des cortèges? on ne sait pas mettre une étiquette sur chaque personne. On sait dire, nous, que ce n'est pas des violences qui émaillent la manifestation. Si en fin de manifestation, c'est voire même après la manifestation, parce que même si c'est un peu chaud parfois pendant la manif, ça n'arrive pas à ces extrêmes-là. Donc c'est pas une violence qui concerne la manifestation. La manifestation, je gère bien. À la limite, je dirais que les travailleurs mobilisés sont les victimes collatérales de ces échauffourées, parce que clairement, les forces de l'ordre, c'est difficile peut-être de faire la différence entre les personnes qu'on va gazer, qui les agressent, et les manifestations. L'avant-dernière a été compliquée parce que clairement le cortège a été gazé, victime collatérale de l'action de la police, mais en règle générale... C'était juste à l'entrée de la rue de la préfecture. Et tout la préfecture était sécurisée, mais le cortège continuait, passait à proximité de la préfecture et ça commençait à gazer pour éviter 30%. 30% du cortège était passé lorsqu'il y a eu gazage. Donc ça, c'est compliqué. Donc ça nous amène, nous, en intersyndical, à avoir des réflexions sur la gestion du regroupement à la fin, où on veut que nos militants... Voilà. Ou aussi, mais quel que soit le parcours, de toute façon, à un moment donné, comme on termine sur la préfecture, il y a toujours un point de friction à cet endroit-là. Nous, ce qu'on veut, c'est que les camarades, les militants, les travailleurs qui se mobilisent se sentent en sécurité. Donc on ajuste nos positions, on essaye de leur expliquer. Il y a aussi le phénomène de spectateurs, parce que quelques échauffourées, les militants, les manifestants les regardent, ça fait un attroupement. Nous, on essaye de travailler à ça pour que ça reste des manifestations claires, bien organisées, festives, musicales parfois. Ok. Revendicative. Et revendicative bien aussi, sûr. Et surtout, bien évidemment. Allez, un petit mot, si vous voulez bien, sur ce qu'on a évoqué en tout début d'émission, le nouvel engouement, la nouvelle estime que vous avez auprès du grand public, auprès des Français. Patricia Accart, on avait fait un reportage en février, évidemment, sur ce renouveau de signatures d'adhésion. Ça se confirme ? Oui, ça se confirme, parce qu'on a des chiffres de 2022 par rapport à 2021, où on est déjà en progression à 47%, et là, du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui... En termes de valeur, dites le nombre d'adhésions, vous le dites ? Non, on ne le dit pas, le nombre d'adhésions. Non, du tout. Non, on n'a pas pour habitude. Delphine. Alors, très honnêtement, je n'ai pas connaissance du nombre d'adhésions, mais il y a bon nombre de salariés, soit collectivement, soit individuels, qui prennent contact avec nos organisations respectives. Honnêtement, j'ai pas assez de recul pour vous dire combien. Mais toujours est-il que pendant les manifestations, en dehors, dans le temps de travail aussi, dans nos locaux, on est interpellé et appelé pour les salariés qui veulent s'organiser dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Donc à nous, on charge après de les organiser. Ça va être un travail dans un autre temps. Franck Patin, un salarié français sur 10 est aujourd'hui syndiqué. Alors ce sera peut-être un petit peu plus à l'issue de cet épisode, mais qu'est-ce que ça dit de notre organisation par rapport à d'autres pays? On sait qu'en Allemagne, évidemment, c'est beaucoup plus important. Il faut tout de suite expliquer quelque chose. La différence entre la France et l'Allemagne, c'est que l'Allemagne, l'adhésion est obligatoire. D'accord ? Et que pour bénéficier de ce que les syndicats négocient, il faut être adhérent à ce syndicat. En France, les syndicats, ils négocient pour tous les travailleurs. Donc, il n'y a pas forcément ce même réflexe obligatoire d'adhésion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, on constate, nous, dans les organisations syndicales, dans nos syndicats, mais particulièrement à l'union départementale, que finalement, les travailleurs adhèrent à la revendication, adhèrent à la forme de lutte, et donc
par conséquent, adhèrent au syndicat. C'est ça qui fait l'adhésion. Et on a beaucoup, nous, d'adhésion en dehors des structures, c'est-à-dire des isolés, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de structure syndicale dans la boîte où ils travaillent, parce qu'elle est trop petite ou parce qu'il n'y a pas la culture syndicale, et qui adhèrent via le site internet, par téléphone et sur les manifs. Ça, c'est particulièrement intéressant. Et c'est pareil, je ne vais pas vous donner un nombre d'adhésions, parce qu'on ne va pas se tirer la bourre là-dessus, mais clairement, c'est 4, 5 à 6 fois plus que ce qu'on constate sur la même période l'an passé. Ok. Delphine Rouxel, comment, alors, sans tomber dans l'obligation d'être syndiqué, Oui. comment peut-être trouver un juste milieu Un juste milieu sur... entre un salarié Ah. sur 10 syndiqués et l'obligation d'être syndiqué. Ah, bah nous, on n'a pas Parce juste... qu'on voit l'importance que ça a, évidemment, Bien sûr dans le que ça- débat démocratique. À partir du moment où le salarié aussi prend la démarche, il veut sortir de son isolement parce que de plus en plus les postes de travail, l'entreprise a changé aussi. Et donc c'est important, se syndiquer, c'est sortir de son isolement. Voilà, c'est important de pouvoir s'organiser, même à titre, oui, plus individuel que collectif. Et après, c'est à nous. On a cette responsabilité de les organiser aussi au sein de l'entreprise. Vous appelez de vos voeux un petit coup de pouce législatif par rapport à ça C'est possible, c'est pas possible On en est loin. Patricia C'est Accard. pas, Non. je pense pas. Pour Non. l'instant, c'est pas dans l'actualité, on va dire. Non. Ok. Déjà qu'on ait un dialogue social où les organisations soient entendues, ça serait déjà pas mal. Autre point d'actu, alors on l'a évoqué très rapidement avant cette émission, mais on va le redire, les accointances entre les organisations syndicales, salariés, patronales, on s'en doute un petit peu, salariés, et certains partis politiques. Mais alors Patricia Carr, dites-nous franchement, Laurent Berger, figure de proue qui ressort de ce mouvement social contre la réforme des retraites, a-t-il des ambitions politiques ? Bah, écoutez, non, c'est pas ce qu'il dit et c'est pas ce qu'il dit, en tout cas en interne, même en externe. Voilà. Après, s'il y a peut-être des partis politiques, effectivement, qui viennent faire leurs courses dans les organisations syndicales, mais en tout cas, c'est pas d'actualité. Pour l'instant, Laurent Berger, il est bien à la tête encore de la CFDT. Il va y rester encore. Et pour l'instant, voilà, enfin, il mène là le combat, effectivement, avec l'intersyndicale nationale. Et il n'est pas question pour l'instant qui partent. Merci pour cette précision. Delphine Rouxel, Sophie Binet, votre nouvelle secrétaire générale nationale. Alors, issue du collège des ingénieurs. L'Union générale des voilà, des ingénieurs, cadres et techniciens. Qu'est-ce que dit cette élection? Alors, on a compris que ce n'était pas la candidate globalement plébiscitée. Qu'est-ce que dit cette élection selon vous et quelle ambition peut-elle avoir? En termes de renouveau, d'ambition nouvelle? L'ambition, c'est toujours la même. Elle a été très claire dans son discours de fin de congrès. La première bataille, c'est celle de retrait. Voilà, on a eu des débats pendant une semaine. D'où la voix un peu cassée. Des débats. Et c'est ça qui est la force aussi dans nos organisations syndicales et à la CGT. La culture du débat est là. Oui, force est de constater que celle qui était proposée par la direction sortante n'a pas été retenue. Mais Sophie Binet est là pour le renouveau, pour travailler collectivement. Et voilà, elle aura une feuille de route. Il y a une feuille de route qui a été signée et c'est celle-là par les syndicats, qui a été votée par les syndicats et c'est celle-là qui sera portée dans notre organisation. Ok, c'est précisé. Franck Patin, un petit mot sur ces passerelles qui peuvent y avoir entre le monde syndical et le monde politique. Comment vous, syndicats, responsables syndicaux, vous mettez des barrières? Nous, elle est dans les statuts. Hein. Nous, on se réfère à la charte d'Amiens, qu'on partage aussi avec la CGT, et donc on ne fait pas de politique. Et on se positionne, Force ouvrière, c'est particulier, ne se positionne jamais. D'accord ? Par contre, on attend des représentants politiques qui fassent leur job dans l'hémicycle et que nous, on puisse faire notre boulot avec les travailleurs, dans la grève et dans la rue. Chacun son boulot. On ne souhaite pas que les politiques se mêlent
de la façon dont on gère cette bagarre contre la réforme. Et de la même façon, on ne souhaite pas se mêler des stratégies des partis politiques. Mais en tout cas, nous, il y a vraiment une vraie cloison entre les partis politiques et les organisations syndicales. Et je veux juste vous rappeler une chose. Souvent, on nous met dans la tête le chiffre de 1 travailleur sur 10 est syndiqué. Et on nous parle souvent de représentativité, donc on est contraint par la loi sur cette représentativité. J'ai écouté dernièrement et lu dans la presse la représentativité, nombre d'adhérents des partis politiques. Honnêtement, c'est bien plus problématique de leur côté que du nôtre. Et pourtant, on a 4 députés qui ont décidé que les travailleurs avaient tort et qu'il fallait travailler 2 ans de plus. Qu'est-ce que vous appelez de vos voeux pour améliorer tout ça, ça passe par quoi? Ça passe par une plus grande implication du grand public, une information différente, une meilleure information, je sais pas, Delphine Rouxel, sur alors d'une part l'apaisement du climat social et surtout peut-être la hausse de l'information et puis de l'appréhension de sujets d'importance comme ça. Alors, on a une responsabilité dans nos organisations syndicales. Et là, on a fait le job par rapport... C'est aussi pour ça que 70% sont contre... Plus de 70% maintenant sont contre cette réforme. C'est qu'on a cette responsabilité d'informer aussi, d'analyser ce qui nous est proposé. Et pour le coup, là, on a trouvé un écho de la part des salariés et au-delà même, j'ai envie de dire. Donc, oui, on a cette responsabilité. Et même si on n'est pas en lien avec les partis politiques, on fait de la politique, puisque politique, c'est s'occuper de ce qui se passe sur la place publique. Et donc nous, on s'occupe de ce qui se passe dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise, du salarié dans son contexte, et c'est hyper important. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Ça passe très vite. On aurait eu encore 2-3 choses à se dire, mais je pense qu'on se le dira sur le terrain, et notamment évidemment dans notre journal avec tous les reportages que l'on fait sur les diverses mobilisations, que ce soit à Saint-Dié-des-Vosges, à Remiremont, à Mirecourt et évidemment à Épinal. Allez, 11e mobilisation, 11e rendez-vous ce jeudi, donc toujours à 14h, place Foch, bien évidemment. Et on suit de près le référendum d'initiative populaire, les ambitions de ce RIP, et puis bien sûr la prochaine date c'est le vendredi 14 avril, l'étude de cette loi par le Conseil constitutionnel. On aura l'occasion d'y revenir d'ici là. Merci, à très vite. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.